Les matins de France Culture, Guillaume Erner. L'actualité, c'est malheureusement une fois encore l'actualité du virus et du coronavirus. Et c'est pourquoi je vous reçois Philippe Sansonetti. Bonjour, vous êtes médecin, microbiologiste, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur. Et vous publiez un livre passionnant, Tempête parfaite, chronique d'une pandémie, annoncée aux éditions du Seuil. Le conseil scientifique tire la sonnette d'alarme. Le gouvernement va être obligé de prendre, je cite, des décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum, a estimé Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique hier. Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, bonjour, Guillaume Erner, merci de me recevoir. Ça signifie qu'on est sur une nouvelle ligne de front, qui est la ligne de la prévention de la reprise de l'épidémie. On savait que on avait malheureusement les risques que ça se fasse du fait que la population est restée quand même relativement peu affectée globalement par le virus, pas plus de probablement 10%. Donc il y a de la marge malheureusement pour le virus. Donc il faut tenir cette ligne de front et c'est manifestement très difficile dans un contexte où, bien entendu, il faut ménager aussi, je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois dans mon livre, à la fois l'aspect de la santé publique et puis en même temps l'économie. On ne peut pas laisser l'économie s'effondrer et clairement, et je pense que c'est la même chose pour tous les dirigeants dans tous les pays, c'est le conundrum, comme disent les anglo-saxons, majeur. Alors il y a sûrement encore de la marge de manœuvre dans la prise en charge plus serrée de l'épidémie, ça c'est clair. Je pense que d'abord et avant tout, mon message depuis le début, c'est que c'est entre nos mains. C'est-à-dire que je pense que maintenant, on a 6 mois d'expérience, on connaît ce virus dans ses Alors qu'est-ce qu'il actions. faudrait faire, professeur ? Parce qu'on voit que l'hypothèse d'un reconfinement est exclue pour des raisons économiques évidentes. Que reste-t-il à faire ? Est-ce qu'il faudrait par exemple confiner les personnes dites à risque ? Est-ce qu'il faudrait proscrire un certain nombre de rassemblements, y compris familiaux ? Je pense que tout ce qui est faisable est connu. Je ne pense pas qu'on va découvrir de méthodes majeures. Non, c'est tout ce qui est la distanciation physique, les mesures barrières. Simplement, je pense que la mise en place doit être resserrée. C'est-à-dire que le diagnostic qui est l'élément essentiel, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, surtout en absence de traitement et de vaccin, on ne contrôle pas une maladie sans pouvoir la diagnostiquer. Donc il faut que le diagnostic soit fait de façon efficace et large. Il faut que donc les tests. Les tests, bien sûr. C'est fait ou c'est pas fait aujourd'hui ? Si, c'est fait, mais c'est fait avec probablement, pour des raisons de moyens dans l'épidémiologie, dans le suivi, un ciblage qui est insuffisant. C'est-à-dire qu'on voit les queues faites par des personnes qui pour l'essentiel, probablement ne justifient pas d'aller faire un test Covid. Alors, qui devrait aller se faire tester, professeur ? Essentiellement, les personnes à risque, c'est-à-dire celles qui ont été en contact, celles qui ont un doute, et c'est là, dans ce vivier, qu'on va trouver effectivement les personnes positives. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est que l'isolement soit fait correctement, et je pense d'ailleurs que les mesures de diminution de la durée sont de bon sens, parce que on ne peut pas imposer des choses trop lourdes, elles ne seront pas suivies de toute façon, ce sera probablement pire que le mal. Je pense qu'il faut continuer à insister sur la compréhension de la circulation de ce virus, de façon à ce que la population se protège. Et puis probablement, effectivement, il va y avoir un petit serrage de vis du côté des personnes à risque, pas uniquement des personnes âgées, mais aussi serrage de vis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est difficile d'évaluer. Je pense que ça peut se faire de façon graduelle, mais très probablement éviter de plus en plus d'avoir des contacts possibles avec... il faut que les personnes à risque se protègent de la manière dont elles peuvent se protéger. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut confiner les EHPAD ? Alors ça, c'est une question qui est sur la table, effectivement. La question étant, est-ce que finalement l'EHPAD est un petit peu en fin de course, je dirais, dans la circulation du virus. C'est plus en amont, je crois, qu'il faut essayer de mettre en place et de resserrer encore plus les mesures de prévention.
C'est très compliqué, hein, c'est clair. Mais professeur Sansonetti, oui. vous qui étudiez les épidémies depuis de nombreuses années, est-ce que vous comprenez pourquoi le nombre de cas augmente alors que malgré tout on connaît aujourd'hui les gestes barrières, on a du gel hydroalcoolique, il y en a énormément dans ce studio, on porte des masques, bref, malgré toutes ces précautions, le nombre de contaminations est toujours très élevé, en tout cas il paraît très élevé en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais on a ces tempêtes parfaites, c'est ça. Hein, le virus a vraiment toutes les caractéristiques qui font qu'il nous pose des problèmes. Et clairement, la transmission respiratoire en particulier est le problème majeur. Je veux dire, le pire des mécanismes de transmission d'épidémie, c'est la voie respiratoire. Hein. Les autres se contrôlent plus facilement. Donc, on est là. Et clairement, les mesures barrières n'ont pas été suivies pendant la période d'été dans certaines régions que vous connaissez. Et ça a permis au virus de recirculer, à des clusters de se former. Et on a beau courir après tous ces clusters, il y a toujours des fuites quelque part. Et donc, encore une fois, les mesures barrières doivent être vraiment implémentées et resserrées au maximum. On n'a rien d'autre, encore une fois. On n'a Mais pas... je sais bien que c'est très compliqué de se prononcer là-dessus, mais est-ce que, par exemple, les principales contaminations, elles ont lieu à l'intérieur des familles, dans lequel cas c'est compliqué quand même de lutter Eh ben, c'est toute la difficulté. C'est probablement un de mes regrets au fil de cette épidémie. Et je le dis à la fin de mon livre, mon regret que la France n'ait toujours pas intégré suffisamment les aspects de la prévention. Je pense que les questions que vous posez ramènent à une méconnaissance des mécanismes et des conditions réelles et des populations et des zones où le virus circule. Je pense qu'il faut des études épidémiologiques beaucoup plus serrées. Il faut des travaux justement dans des modèles correspondant à des zones à risque. On a parlé des stades, on a parlé des salles de réunion, des salles de concert, effectivement des terrasses de bistrot. Est-ce que finalement c'est à la terrasse des bistrots que le virus se transmet ? Instinctivement, on peut dire oui, mais au fond, donc on reste dans la première partie de l'épidémie. On était vraiment en pilotage sans visibilité par l'absence de tests, ce qui a été véritablement au détriment de la prise en charge efficace de l'épidémie et qui a permis le développement exponentiel de cette épidémie. On n'en est pas là. Je veux dire, probablement au fin mars, début avril, on était à 10 fois ce qu'on voit actuellement comme taux quotidien rapporté de Donc tests vous pensez positifs. que le nombre de cas positifs qui n'étaient pas mesurés, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de se faire tester, mais il y a quelques mois c'était impossible. Ouais. Par conséquent, vous pensez qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de contamination qu'il n'y en a eu en mars par exemple ? Oui, c'était devenu exponentiel et on le voyait bien, cette espèce d'effet de boule de neige où finalement on commençait à voir se remplir, se saturer les services hospitaliers, les réanimations. Là, on voit bien que les choses sont plus lentes, même si en début d'épidémie, c'est toujours comme ça. Hein. C'est 1, 2, 4, 8, ça paraît pas beaucoup, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Mais encore une fois, je pense qu'on a besoin de mettre plus de science et de moyens dans la compréhension des mécanismes de cette transmission et des conditions de cette transmission si on veut optimiser. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore, professeur, dans la transmission de ce virus ? Qu'est-ce qui demanderait à être éclairé par la science ? Sur le plan strictement scientifique, on commence à connaître pas mal, en particulier toute cette notion de sujet transmetteur, les conditions dans lesquelles la transmission se fait véritablement, les charge virale par rapport à l'évolution de la maladie, le fait que ça survient très tôt, ce qui est le problème majeur de ce virus. Et contrairement à la grippe et contrairement au coronavirus de 2003, contrairement au SARS, qui, au fond, les malades émettaient le virus essentiellement au pic de la maladie, donc au moment où ils étaient fatigués et généralement hospitalisés, donc confinés. Là, on est dans une situation où il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques ou des gens qui vont être éventuellement malades, même de façon bénigne, mais qui émettent très très trop. Et alors, donc, justement, face à ça, est-ce que par exemple, on peut aller voir ses parents âgés si
eux et nous portons des masques. Bah, ce qui est difficile avec le masque, c'est qu'on lui a donné une image tellement négative au début qu'on a finalement un peu de mal en cours de route à y croire. Et maintenant, on en fait l'objet de toutes les préventions. C'est un élément parmi les autres de cette politique de gestes barrières. Je pense tout est à relativiser, tout est à discuter en famille, mais il est clair qu'on retombe actuellement dans une période où il faut que les personnes fragiles soient relativement protégées Donc, par rapport... donc en fait, pour être clair, pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair, professeur, il vaut mieux éviter de voir ses parents, ses grands-parents, y compris masqués? Je pense que si on rentre de nouveau dans une période telle que l'a connue au mois de mars, avril dernier, avec une dynamique de l'épidémie importante, il faut être extrêmement prudent dans le contact avec les personnes âgées ou à risque. Tout à fait, il faut les préserver. Et les préserver, c'est à la fois bien entendu pour eux, pour la famille, mais c'est aussi pour le système hospitalier, parce qu'on sait que c'est eux les canaris, comme on dit, c'est eux qui vont, parce qu'ils sont les plus fragiles, être les premiers hospitalisés. Donc effectivement, il va falloir trouver un moyen humain mais efficace d'éviter de retomber dans cette situation Mais alors, dramatique. dans le même temps, professeur, on voit que le nombre de cas est en augmentation sensible, les hospitalisations et le nombre d'entrées en réanimation augmentent de manière réelle, mais pas de manière aujourd'hui catastrophique dans toutes les régions. C'est votre sentiment? Oui, je pense que si on tient à la ligne de front et qu'on renforce encore les mécanismes de la prévention, on peut tenir sur plusieurs mois dans l'ambiance, par exemple, qu'on a connue en Allemagne. La situation actuelle correspond beaucoup à ce qu'ont connu les Allemands, qui ont beaucoup diagnostiqué, qui ont beaucoup suivi, qui ont beaucoup isolé et qui ont donc préservé leur système hospitalier. Parce que finalement, à l'arrivée, effectivement, en dehors de ces cas extrêmement graves qui mènent en réanimation, cette maladie pourrait être globalement tolérable pour la société. Et c'est vraiment ce faible pourcentage qui pose problème parce qu'il sature très très rapidement le système hospitalier. Donc il faut trouver de nouveaux équilibres, il faut tenir cette ligne de front, hein, c'est vraiment une guerre de position, il ne faut pas lâcher. Si on lâche, là effectivement, le rouleau compresseur va reprendre. Et s'il reprend, est-ce que on est face aujourd'hui à une maladie qu'on maîtrise mieux et donc qu'on pourrait plus facilement guérir? Qu'en est-il, professeur, des traitements? Alors les traitements, on a bien vu, sur le plan des traitements antiviraux, il n'y a pas pour l'instant un médicament qui ait fait la preuve réelle de son efficacité. On a fait par contre, nos collègues réanimateurs ont fait des progrès exceptionnels dans la prise en charge, dans la compréhension de la maladie et donc dans l'application des connaissances physiopathologiques à la prise en charge, en particulier tout ce qui concerne la respiration, la ventilation assistée, qui a été largement modifié au profit de l'oxygénothérapie intensive, par exemple, qui permet quasiment de garder les patients dans des conditions hospitalières standards et de ne pas nécessairement les mettre en réanimation. Donc le travail, il est fait de ce côté-là. Malheureusement, il n'y a pas de traitement antiviral et donc on ne peut pas diminuer la charge virale qui reste quand même l'élément essentiel de cette maladie. C'est comme de traiter une infection bactérienne sans antibiotiques. On peut essayer d'avoir des palliatifs, on peut essayer de faire de la réanimation si c'est nécessaire, mais tant qu'on n'a pas tué le microbe, on ne s'en sort pas. Mais pourtant, on n'arrête pas d'entendre, je veux dire, nous, grand public, qui n'entre pas dans les arcanes de la science, on n'arrête pas d'entendre chaque jour qu'il y a un nouveau médicament qui semble donner des effets sur cette maladie. Ça veut dire qu'en réalité, on se pousse du col en disant cela, Non, je ne pense pas qu'on se pousse du col. Je pense qu'il est normal qu'on espère avoir un médicament. J'ai fait dans mon livre un chapitre sur le temps scientifique et je suis revenu sur le traitement sur les antiviraux, en fait, sur les molécules efficaces réellement dans les infections virales. Et on s'aperçoit que le bilan est quand même pas très encourageant pour l'instant en termes de temps
nécessaires à la mise au point. Quand on prend le traitement, par exemple, les molécules efficaces dans le traitement de l'hépatite C, il a fallu une quinzaine d'années. Quand on prend les trithérapies efficaces maintenant dans le sida, il a fallu une quinzaine d'années. Le temps scientifique peut être raccourci parce que depuis, la science a évolué et on peut espérer des molécules plus tôt, mais c'est extrêmement difficile, il faut bien le comprendre. Et on a vu que ce dont on avait espéré au début pouvoir donner des résultats, c'est-à-dire ce repositionnement de molécules antivirales déjà existantes, ne fonctionne malheureusement pas parce qu'il y a de vraies spécificités au sein de ces familles de virus, de ces espèces virales, qui créent des cloisons entre espèces et qui font qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre avec les mêmes antiviraux, même si les mécanismes moléculaires sur lesquels agissent sont les mêmes, mais les spécificités de la forme des molécules font qu'on a beaucoup de mal à y arriver. Ce qui veut dire que la question de la chloroquine est définitivement tranchée pour vous. La question de la chloroquine est tranchée, et de la chloroquine et d'autres molécules qui ont des effets in vitro, mais qui ne passent pas la barre ensuite dans les études, soit précliniques dans des modèles animaux, de mammifères par exemple, voire effectivement chez l'homme. C'est triste, hein, on aurait aimé que la chloroquine marche, elle ne marche pas. Et donc, là aussi, les controverses médicales n'en sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous considérez, professeur Sansonetti, qu'il n'y a pas du côté de la chloroquine, de l'association de la chloroquine avec un antibiotique ou d'autres médicaments présentés comme étant la panacée. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, l'enthousiasme initial qui a pris souvent des allures antiscientifiques pouvait déstabiliser. La science actuellement reprend le dessus. Les études cliniques ont été faites. Et elle montre clairement l'absence d'efficacité. Encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça. Professeur Sansonetti, Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée aux éditions du Seuil. On va évoquer la recherche pour trouver un vaccin, parce qu'il y a la piste du vaccin, et là aussi il y a une actualité importante, et puis voir finalement dans l'histoire longue des pandémies et des zoonoses, autrement dit les épidémies qui nous sont transmises par des animaux, eh bien ce que le passé peut nous enseigner sur la manière de combattre le coronavirus. Il est 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on continue d'évoquer cette pandémie, chronique d'une pandémie annoncée, Tempête parfaite, c'est votre livre. Philippe Sansonetti, vous êtes médecin, microbiologiste, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur. Vous nous avez dit que face à cette pandémie, face au nombre de cas croissants de personnes contaminées, il fallait prendre des précautions et qu'il fallait effectivement prendre cette situation au sérieux, les réunions familiales, bref, toutes les occasions de se contaminer les uns les autres devant être supprimées. Et l'on voit une piste, peut-être un espoir avec les vaccins. Mais ce matin, par exemple, à la une des Échos, il est question du vaccin d'AstraZeneca. AstraZeneca, un laboratoire, a suspendu le test de son vaccin à cause d'un patient malade. Quelle maladie? Qu'est-ce que ça veut dire, professeur ? Ça veut dire que dans ces premières étapes d'essais cliniques des vaccins, une des préoccupations majeures, c'est la sécurité et donc la nécessité de détecter ce qu'on appelle les effets secondaires qui peuvent éventuellement remettre en question le développement de ce vaccin. Donc, quoi qu'il arrive, ce qui se passe là pour AstraZeneca et qui peut se passer pour d'autres études vaccinales est une mauvaise nouvelle. D'après ce que j'en sais pas beaucoup plus que ce qu'en dit la presse à ce stade. Ce qui s'est passé, c'est qu'un des volontaires qui a reçu le vaccin, encore une fois, je ne sais même pas à ce stade, si c'est un contrôle, quelqu'un qui n'a pas reçu le vaccin et quelqu'un qui l'a reçu. Donc il faut être extrêmement prudent. Fait un épisode qu'on appelle une myélite transverse, c'est une inflammation aiguë de la moelle épinière qui généralement est relativement bénin sur la suite et le pronostic, dont on connaît pas très bien la physiopathologie, mais on pense souvent que c'est probablement une infection virale. Donc vous voyez, ce vaccin est basé sur un virus, un adénovirus recombinant. Donc est-ce que ce serait éventuellement le vecteur? Est-ce qu'il est la cause de cela ou pas? C'est la question. Dans toutes ces études cliniques, il y a un comité de suivi des effets secondaires très attentif, et dès que quelque chose remonte du site d'études cliniques, le dossier est étudié par des médecins, des scientifiques,
dont le rôle est de décider si cet accident est imputable à l'étude clinique ou si c'est un événement circonstanciel qui n'a rien à voir avec le vaccin. Et vous pouvez bien imaginer la difficulté de la situation dans une période où il y a une pression énorme pour que le développement des vaccins soit accéléré du fait de la menace pandémique. Donc c'est pas une bonne nouvelle, mais ça illustre le fait que, d'abord, il y a des sécurités, bien entendu, mais que rien n'est donné à aucun moment. Si vous me donnez une seconde, je peux vous donner un exemple de cette situation. Ces dernières années, on a fait des études cliniques d'un vaccin contre la dysenterie, un vaccin polyosidique synthétique. On a fait ça dans un centre d'études cliniques avec des collègues en Israël, et au milieu de cette étude clinique, on a eu soudain des protéinuries, c'est-à-dire de l'albumine dans les urines des jeunes étudiants en médecine qui étaient volontaires pour faire cette étude clinique. Je me souviens encore, on est resté en apnée pendant plusieurs jours pour savoir ce qui se passait. En fait, tout ça a été analysé très sérieusement et le résultat est que ces jeunes étudiants en médecine allaient faire du basket, et vous savez qu'après un match, quel qu'il soit, d'ailleurs un effort physique violent, il y a une petite protéinurie et ils n'avaient pas fait trop attention à ça. Donc on a pu assez rapidement déconnecter ça des effets cliniques éventuels du vaccin, mais cette notion d'imputabilité est vraiment très compliquée et effectivement, voilà. Donc les choses. Et précisément, professeur, lorsqu'il est question de l'imputabilité, donc avec une maladie telle que celle-ci, quels sont les risques qu'on est prêt à accepter? Est-ce que ça se pose comme ça sur le plan intellectuel? Est-ce qu'on dit qu'on est prêt à accepter certains effets secondaires? Est-ce que dans ce cas-là, il est question de probabilité? Est-ce que c'est très compliqué. C'est l'éternel problème, en particulier avec le vaccin, de l'évaluation du risque et du bénéfice. Quand on a une maladie éventuellement dramatique qui se développe, on est prêt éventuellement à payer le prix de quelques effets secondaires du vaccin, en l'occurrence, si on parle de vaccin. Maintenant, c'est quand même ennuyeux quand on a un effet secondaire de cette nature, probablement de considérer qu'on peut, malgré la pression, le drame d'une pandémie, faire avancer un vaccin si on n'a pas la certitude que ça n'est pas lié, que cet effet secondaire n'est pas lié à la vaccination elle-même. Mais alors, si on prend une maladie qui a été aujourd'hui éradiquée, je crois, à la surface de la planète, la polio, l'histoire du vaccin de la poliomyélite, il y a eu plusieurs vaccins, c'est une histoire longue et compliquée. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette histoire-là, professeur Sansonetti ? Elle a en particulier enseigné cette notion d'études cliniques. C'est probablement un des premiers vaccins qui a véritablement été l'objet d'études cliniques extrêmement soigneuses, avec deux vaccins. Il y avait le vaccin dit Salk, du nom du scientifique américain, qui était un vaccin tué, un peu comme le vaccin de la grippe. On prend le virus, on le cultive, on l'inactive et on vaccine. Et puis le fameux vaccin Sabin, qui était un vaccin vivant atténué à la Pasteur, comme la vaccination contre la rage. Et donc ces deux vaccins se sont trouvés d'ailleurs en compétition au début, et c'est plutôt Salk qui l'a emporté. Mais ils ont été assez intéressants sur le plan justement de la construction du concept de la sécurité vaccinale, dans la mesure où, par exemple, les premières études du vaccin Salk se sont soldées par une catastrophe, puisque l'eau de vaccin n'avait pas été suffisamment inactivée, et donc on en a eu des poliomyélites vaccinales, absolument l'inverse de ce qu'on espérait. Donc ça a beaucoup renforcé la notion de nécessité d'études cliniques d'abord et de détection rapide d'effets secondaires. Puis on a vu très bien... Mais est-ce que c'est ce qu'on redoute avec le vaccin contre le coronavirus? Il y a une telle pression qu'aujourd'hui on se dit qu'on pourrait se retrouver avec un vaccin qui serait insuffisamment sûr. Voilà, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on soit bien conscient. Et avant de monter sur ces grands chevaux dans un sens ou dans un autre, je crois qu'il faut raisonner, il faut réfléchir, il faut comprendre. Et effectivement, jusqu'à présent, le temps scientifique de développement d'un vaccin, c'était en moyenne de 8 à 12 ans. Alors, ce n'est pas tout à fait le temps scientifique, parce que s'y ajoute de plus en plus le temps, disons, administratif, c'est-à-dire toutes les problématiques d'enregistrement par les organismes de régulation,
les autorisations, les licences, les mises sur le marché, et ainsi de suite. Donc 8 à 12 ans. Là, on est en train de se mettre comme défi, si vous voulez, de développer un vaccin en quelques mois, mettons en 1 an ou en 2 ans. Et effectivement, ce serait formidable et c'est un objectif qui est tout à fait louable. Mais comment divise-t-on par 4 ou 5 le temps nécessaire à la mise en place d'un vaccin? Ça, c'est quand même, ça reste une bonne question. Et on ne peut à aucun moment compromettre la sécurité des personnes qui vont le recevoir, ce vaccin. Mais est-ce que vous pensez qu'on va en avoir un, professeur? Il y a beaucoup de maladies, on évoquait le sida tout à l'heure, où il n'y a toujours pas de vaccin. Qu'est-ce qui nous prouve finalement que ces multiples candidats vaccins vont aboutir à un vaccin efficace contre le Covid-19? Moi, je vais aller plus loin que vous. Je pense qu'il y aura des vaccins efficaces. On va le voir progressivement. Les choses vont émerger, mais encore une fois, avec des risques en cours de route de freinage, voire d'abandon, s'il s'avérait que cet effet secondaire est véritablement lié à la vaccination. Il y a tout porte à croire qu'il y a la possibilité de vacciner contre le coronavirus, y compris maintenant dans des modèles animaux, par exemple chez le singe, qui est beaucoup utilisé. Non, je ne suis pas pessimiste à ce niveau-là. Je dis simplement que certes, il faut accélérer les procédures. C'est faisable, on l'a vu dans la mise au point du vaccin Ebola. Qui s'est faite assez rapidement. On a des données de départ. Il ne faut pas oublier qu'on ne part pas de zéro, en fait, avec ce coronavirus. On a eu l'épisode du SRAS, en particulier en 2003, où des études de mise au point de vaccins avaient déjà été faites. Donc on sait les éléments qu'il faut mettre dans ce vaccin, en particulier cette fameuse protéine de spicule, cette spike protéine. On sait que c'est le cœur du dispositif, puisque c'est elle qui va se lier aux récepteurs sur les cellules pulmonaires et permettre l'entrée du virus et sa multiplication dans les cellules. Donc on ne part pas de zéro, contrairement à ce qu'on a un petit peu l'impression de penser. On part avec déjà 1, 2 ou 3 ans d'expérience. Donc ce temps déjà peut se réduire de ce côté-là. On n'a pas eu les éléments nécessaires au choix de ça. Maintenant, voilà, il y a des stratégies totalement différentes, depuis l'ARN messager jusqu'au vaccin recombinant vivant. Alors c'est ce que l'on voit, par exemple, il va falloir essayer. L'un des vaccins qui porte un certain nombre d'espoirs est le vaccin développé par une énorme biotech américaine, Moderna. Il utilise une technique qui est révolutionnaire. Vous pensez que... Oui, c'est une technique qui a été mise au point en Europe par des équipes allemandes. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence jusqu'à présent qu'en médecine humaine, cette approche ait donné des résultats très, très satisfaisants. Donc, il y a un point d'interrogation très, très important sur le sujet. Mais enfin, toutes les approches sont ouvertes et les moyens nécessaires sont mis généralement. Il y a l'Institut Pasteur, si vous me permettez de parler de ma maison, a un vaccin, alors, toute objectivité, vous me croyez ou non, que je trouve extrêmement prometteur dans la mesure où... Sur quoi repose-t-il ? Il repose sur... C'est un recombinant, c'est-à-dire c'est un vaccin vivant dont le vecteur, la plateforme, comme on dit maintenant, est le vaccin contre la rougeole, le virus atténué qui sert de vaccin contre la rougeole et dans lequel est clonée, intégrée cette fameuse protéine de spicule. L'avantage de ce vaccin, c'est d'abord qu'il est facile à préparer. Les industriels qui le fabriquent ont les moyens et donc il n'y a pas de nécessité d'investissement majeur. Il est très efficace sur une longue période, en tout cas pour la vaccination contre la rougeole. Et surtout, c'est un vaccin dont le virus se replique. Et une des nécessités dans cette maladie, si on veut faire mieux que la nature, c'est-à-dire mieux que l'infection naturelle par le coronavirus, c'est d'obtenir un équilibre entre la réponse qu'on appelle humorale, c'est-à-dire les anticorps, et éviter en particulier d'avoir ce qu'on appelle des anticorps facilitants, et cette
évitement des anticorps facilitants, il est lié en particulier à la qualité de la réponse cellulaire. Un anticorps facilitant, c'est un anticorps qui inciterait la maladie à aller... Si l'individu est infecté après cette vaccination, il ferait une maladie plus grave. On a vu des cas avec la dengue, par exemple. Donc il faut obtenir un équilibre très très soigneux entre la réponse anticorps et la réponse cellulaire qui, c'est un peu oublié, est la réponse qui permet d'éradiquer le virus, vraiment de l'éliminer de l'individu infecté. Et ce type de vaccin a effectivement cette capacité d'entraîner une réponse équilibrée et efficace. Donc, je pense qu'on aura des options. Mais alors, par exemple, pour ce vaccin que vous contribuez à développer, Philippe Sansonetti, est-ce qu'il y a une date plausible où l'on pourra savoir d'une part s'il est efficace et puis d'autre part commencer éventuellement à l'inoculer? Je crois que c'est impossible de donner des dates parce que, vous voyez, on vient d'entendre AstraZeneca avait déjà fixé des dates quasiment de sortie et Donald Trump s'en est emparé. Et bon, il faut faire très attention. Le chemin est difficile et j'ai peur que de donner des messages trop positifs, trop optimistes, démobilise la population par rapport aux nécessités actuelles. On revient au début de notre conversation, qui sont des nécessités de prévention individuelle et collective par les moyens de respect des barrières. On n'aura pas probablement de vaccin avant l'année 2021 et il faut quand même que notre logiciel se mette sur zone. Et si on a un vaccin avant la fin de 2021, considérez que ce sera déjà un exploit absolument extraordinaire. Mais alors, ce que l'on ne comprend pas, semble-t-il, l'immunité contre cette maladie lorsqu'une personne a été atteinte ne dure pas très longtemps, elle dure quelques mois. Écoutez, faut être prudent parce qu'on ne sait pas encore suffisamment. Je veux dire, cette maladie, elle est vieille de quoi maintenant 8 mois, 9 mois. Je veux dire, vous vous rendez compte de l'accélération des choses. On demande, on exige nous-mêmes, les scientifiques, des choses qu'on n'aurait même pas imaginé demander il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc c'est quelque chose de très complexe. Ces virus sont vicieux. Ces bêta-coronavirus ont une capacité d'altérer la réponse immunitaire et probablement, effectivement, en particulier par la réduction de ces interférons, en particulier de ces interférons de type 1 qui sont nos molécules de résistance immédiate à une agression virale. Ils sont très malins, ils ont probablement appris, entre guillemets, à faire ça chez les chauves-souris qui sont leurs réservoirs habituels et ils nous resservent ces stratégies chez l'homme. Donc effectivement, la réponse immunitaire au bêta-coronavirus semble difficile et en particulier la réponse cellulaire qui, comme je disais précédemment, est très très importante. Donc tout le défi des vaccins, c'est, comme on dit souvent, de faire mieux que la nature. C'est-à-dire, et beaucoup de vaccins font mieux que la nature en réalité. Donc, il n'y a pas de raison que, connaissant bien... C'est-à-dire donner plus d'anticorps que et de votre corps vous donne cellulaire que notre corps, en présence du virus qu'on appelle sauvage dans notre terminologie, c'est-à-dire le virus qui cause la maladie, ne peut faire parce que sa stratégie est justement d'éviter le système immunitaire. Et poussé à l'extrême, on voit bien la difficulté. Par exemple, on n'a toujours pas de vaccin contre le sida parce que ce virus a une capacité de modification tellement rapide qu'entre parenthèses, on ne trouve pas à l'heure actuelle dans le bêta-coronavirus SARS-CoV-2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle globalement, parce qu'il y a quand même une certaine stabilité qui permet d'espérer que le vaccin ne se heurtera pas à des variations très rapides du virus qui feraient qu'un peu comme la grippe, si vous voulez, qu'il faut remettre ça sur le tapis. Mais on est encore dans cette zone d'incertitude. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Mais alors, ça veut dire, s'il y a peu d'immunité, une immunité provisoire ou de faible durée, professeur Sansonetti, ça veut dire que l'idée d'avoir une immunité collective, la herd immunity, alors on l'a située à 60%, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui semble être un projet inaccessible, inutile. Comment pourriez-vous le qualifier? Non, je pense que, bon, si vous voulez,
il est difficile. Certains pays, d'ailleurs, sont partis sur l'idée, au fond, le taux de mortalité de cette maladie est relativement faible, ce qui est une réalité, suffisant malgré tout pour saturer les réanimations, ce qui est une autre réalité. Mais laissons la population s'infecter. Et effectivement, cette notion d'immunité de groupe, c'est une réalité. Alors, le problème, c'est qu'elle était, je dirais, validée jusqu'à présent avec la vaccination. Alors, il y a un calcul théorique, c'est 1 moins 1 sur R0, c'est 1 moins 1 sur le taux de reproduction de base de la maladie, qui, pour le R0, par exemple, de la rougeole, est de 15 à 20. Alors, si vous faites un calcul rapide, il faut 95% de la population vaccinée pour éliminer la circulation du virus et éliminer la maladie. Pour le coronavirus, comme le R0 est plus faible, on se retrouve dans des situations qui sont effectivement de l'ordre de 65-70% quand on fait un calcul rapide. La question, c'est comment obtenir ces 65-70%. D'autant plus que, justement, contrairement à un vaccin qui a une efficacité reconnue et très reproductible d'un individu à l'autre, en règle générale, l'infection elle-même, l'infection naturelle, ne garantit pas, comme un vaccin, une réponse immunitaire efficace et prolongée. Donc on est là aussi dans une zone d'incertitude. L'impression, les choses évoluant, c'est que malgré tout, il y a une réponse immunitaire qui peut être efficace. On voit très très peu pour l'instant, mais c'est très tôt de cas de réinfection. Et quand on en voit, je pense qu'il ne faut pas en faire une règle qui remette en cause. Les chiffres doivent parler et non pas les exceptions. Donc on est quand même malgré tout dans une zone encore d'incertitude. On va voir. Mais c'est effectivement un objectif à obtenir. Mais le traitement peut obtenir ce type de... Si vous avez un médicament efficace, comme dans les hépatites par exemple, vous allez progressivement, par la diminution du nombre d'individus infectés et chez les individus infectés, la réduction de ce qu'on appelle la charge virale, vous allez progressivement couper la circulation du virus. Donc c'est un problème général de stock viral disponible dans la population à l'exportation, si je puis dire, à d'autres individus. Si vous le réduisez, vous réduisez la circulation. Donc il y a plusieurs façons d'arriver à cet effet de groupe dans le contrôle de la circulation d'une maladie virale. Mais alors, vous évoquez, professeur Sansonetti, dans votre livre « Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée » aux éditions du Seuil, vous évoquez une notion que je n'avais jamais vue auparavant, le génie évolutif du virus. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle notion. J'aurais préféré la lire dans un livre d'histoire, mais ça veut dire que le génie évolutif du virus, ce virus, il a sa vie propre. Alors, on voit par exemple que la grippe espagnole, il y a eu une évolution du virus sur 2-3 ans et puis il est parti. Ouais. On comprend aujourd'hui pourquoi il est parti, ce virus ? Non, justement, moi j'aime beaucoup ce terme de génie. D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Charles Nicolle qui, dans les années 20-30, a émis cette expression de génie évolutif des maladies infectieuses. Il parlait d'ailleurs du destin des maladies infectieuses, une espèce de manière très, très imagée, au fond, de parler des choses. Mais au fond, j'aime beaucoup ce terme de génie parce que c'est un terme d'humilité. C'est-à-dire que effectivement, la science, la biologie a fait des progrès absolument faramineux dans ce domaine par rapport au temps. Il faut bien voir, la grippe espagnole en 1918-1919, c'est une catastrophe. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On ne sait pas, on ne connaît pas encore les virus, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin contre ces maladies. Donc, Et là, on peut penser effectivement qu'une pandémie a un génie propre d'évolution qui échappe totalement à l'intervention humaine. On en est moins là, bien entendu, parce qu'on a maintenant des outils de contrôle, des outils de distanciation, comme on a parlé, des traitements éventuels quand on peut les obtenir, des vaccins. Mais il reste effectivement une part non comprise de cette dynamique des épidémies, de cette accélération brutale et puis éventuellement de cette disparition. Alors, disparition, c'est bien, on l'a dit beaucoup, ça va disparaître l'été, la chaleur, ceci, cela. On voit bien qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Donc il y a encore une partie grise dans la biologie et de tout ça qui nous échappe. Oui, mais dans vos mauvais génies, oui, le génie évolutif du virus,
en voyez-vous des pandémies de ce type qui se prolongent 2-3 ans? Parce qu'on se dit que finalement, on en est déjà à 8 mois de pandémie. Vous évoquez un vaccin, peut-être, hein, vous mettiez tout le conditionnel pour 2021. On se dit que dans 2 ou 3 ans, peut-être qu'on sera naturellement débarrassé de ce virus. On peut être optimiste de cette manière. Je pense qu'on peut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de prédictions comme ça. Je veux dire, la science, c'est pas de la divination. On n'est pas là devant une boule de cristal ou devant des entrailles de corbeau. On ne sait pas. Il faut le dire. Regardez le sida, on vit encore avec depuis 30 ans. Il n'a pas disparu, il n'a pas décidé de disparaître du jour au lendemain. Non, faut être modeste par rapport à tout ça. Par rapport au sida, vous évoquiez les trithérapies qui, aujourd'hui... Bien sûr. Et ce que l'on voit avec le coronavirus, c'est qu'il y a, quand on lit votre livre, on est frappé de cela. Et nous étions entretenus il y a quelques mois ensemble, Philippe Sansonetti, sur cette antenne. Et vous aviez une compréhension assez fine de ce qui se passait. Il y avait apparemment un certain nombre de choses qui vous paraissaient évidentes sur les gestes barrières, sur les modes de contamination qui se sont révélés parfaitement exacts. Autrement dit, on peut se dire aussi que finalement, la chose n'est pas aussi étonnante pour nous que ne l'a été, par exemple, la polio lorsqu'elle a déferlé sur le monde. Oui, on est sans doute plus habitué, on a une meilleure connaissance de tous ces phénomènes. Nous, on a une meilleure connaissance, mais lorsque l'on voit, enfin je veux dire vous d'ailleurs, surtout les scientifiques, mais lorsque l'on voit les responsables politiques, est-ce que, d'après vous, puisque la question aujourd'hui elle est au niveau politique et au niveau sociétal, est-ce que ceux-ci ont pris les bonnes mesures au bon moment? Le thème de mon livre, c'est un petit peu les débuts de la prise en compte, mais on l'a vu dans beaucoup de pays, ont été quand même, en particulier en Europe, un petit peu désinvoltes. C'est-à-dire qu'on n'y a pas cru totalement et effectivement, on ne s'est pas mis, un peu comme je le disais, sur le mode, sur le logiciel du drame pandémique. Et c'est difficile, hein, je cite Malraux, hein, on ne croit pas aux catastrophes tant qu'elles ne sont pas là, tant qu'elles ne sont pas tombées sur la tête. Malraux, excusez-moi, Albert Camus. C'est une réalité humaine, mais je pense que là, j'espère en tout cas, même si parfois j'ai des doutes sur les aspects mémoriels, j'espère que ça aurait été quand même une leçon et une leçon collective. Mais la Chine, aujourd'hui, s'est débarrassée du virus. La Chine s'est débarrassée du virus. Elle en est d'autant plus fragile qu'effectivement, par rapport à l'ensemble de la population chinoise, à 1,5 milliard d'habitants, il y a très peu de personnes qui ont été contaminées. Donc c'est une population naïve, comme vous dites. La Chine est naïve immunologiquement et très largement naïve, donc très fragile, et d'où des réactions sur le plan sanitaire qui peuvent nous paraître excessives, et elles le sont sous certaines de ses formes, sous la manière dont elles s'expriment. Mais qui sont efficaces pour l'instant. En tout cas, le barrage tient. Et voilà. Donc, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment les pays, les cultures, et en particulier, encore une fois, les cultures asiatiques approchent mieux que nous ces drames pandémiques, pour des raisons culturelles très complexes, pour des raisons sociologiques très complexes, mais peut-être d'abord et avant tout parce qu'ils y sont exposés très régulièrement, beaucoup plus que nous, avec les épisodes de grippe. C'est une zone de la planète qui est exposée plus pour des raisons, on n'a pas le temps d'y revenir sans doute, et on ne les connaît pas toutes, mais où les populations sont sur un mode extrêmement rapidement réactif à ces situations. Professeur Philippe Sansonetti, Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée. C'est aux éditions du Seuil. Je vous présente mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission. Géraldine Mosna-Savoie, bonjour. De quoi allez-vous nous parler? De Bibliothèque idéale. Hervé Gardette, bonjour. Bonjour, vous venez de citer Camus, moi je vais vous parler de Syntex. Allez, dans quelques instants.